Il est là, tout proche. J'entends son souffle, sa respiration de plus en plus forte. Je l'entends marcher vers moi. Il arrive. Non, non, pitié. Laisse-moi vivre. Laisse-moi partir. Vous savez ce que ça fait d'être face à un criminel? Se retrouver face à un homme qui a perdu toute humanité. Il est là face à toi, plus fort que toi. Il a le dessus sur toi, et à tout moment, il peut te faire n'importe quoi. Des choses inimaginables, des choses horribles. Cet homme est ton pire cauchemar. Stop. T'es complètement marteau, Mogo. Tu vas rendre parano la moitié de tes viewers, bordel. Mais je vous avoue que j'invente rien, tout est possible dans la vie. Je veux pas vous faire peur, mais voilà. On a tous rencontré au moins une fois un psychopathe dans notre vie. Enfin, c'est très probable. Eh bien, salamato mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle affaire, ou plutôt 2 nouvelles affaires. On commencera avec un putain de cannibale, bouffeur de chair, et lui, on n'aimerait pas le rencontrer. Il va confondre ton avant-bras avec un filet mignon et là, c'est terminé. Pas de bras, pas de chocolat. C'était vraiment une blague de merde. Bref, on continue. Plus sérieusement, j'arrête mes bêtises. Donc dans un premier temps, une affaire liée à un cannibale dont vous n'avez quasiment jamais entendu parler. Et dans un second temps, dans la deuxième affaire, on parlera d'un tueur en série sud-africain. Sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous tranquillement et laissez-vous emporter par ma voix. S'il y a bien une chose qui est toujours d'actualité et que je trouve particulièrement effrayante, eh bien c'est le cannibalisme. C'est une pratique détestable, étrange et inhumaine. Et il en existe 4 formes bien distinctes. Le cannibalisme sexuel, le cannibalisme sous forme d'agression, ou bien celui qui occupe un côté spirituel avec tout un tas de rituels. Et pour finir, le cannibalisme lié à la nutrition, tout simplement. Comme je le disais au début, imagine tu te retrouves face à un cannibale. Le mec est devant toi à réfléchir comment il va te tuer et ensuite comment il va te manger. Ça dépasse toute raison, toute humanité. Aujourd'hui, on part à la découverte de l'un d'entre eux. Il s'agit de Clifford Orji, le cannibale nigérian. Ce que je vous propose, c'est de savoir de qui il s'agit et de pourquoi il a commis de tels actes. On va essayer aussi de creuser un peu sur le côté psychologique. Let's begin. Mais qui est cet homme qui a passé 13 années en prison sans jamais avoir été jugé pour ses crimes? Dans les années 90, il était considéré comme le cannibale nigérian numéro 1. C'est un mangeur d'hommes. Il en mangeait le matin au petit déjeuner, le midi au déjeuner et le soir au dîner. Il est originaire de la partie sud-est du Nigeria, mais a vécu dans la partie sud-ouest dans l'état du Lagos. En guise d'emploi, il se déguise en marchand de lames de rasoir, pour enfin devenir chaman. Enfin bref, il fait tout et n'importe quoi. Il vit dans une espèce de grotte souterraine qu'il a créée lui-même, juste sous un pont à Oshido Isolo. Son repère sera plus tard appelé la cuisine de Clifford. Le 19 février 1999, un certain Joseph Bello tombe par hasard nez à nez sur Clifford alors qu'il rentrait chez lui après une veillée nocturne dans son église. Joseph entend une faible voix venir d'un buisson près du pont. Il tourne la tête pour voir d'où vient cette voix. Et c'est là qu'il aperçoit une cabane de fortune construite avec des pneus de voiture. Il se rapproche doucement et commence à sentir une odeur de viande cuite comme de la chair. Plus il se rapproche, plus l'odeur est persistante et pique ses narines. Il jette un coup d'œil dans la cabane et là, il est choqué. Il est horrifié par ce qu'il venait de voir. Des membres humains. Oui, des membres humains, bordel. Clifford se fait rôtir des pieds et des côtes humaines sur son barbecue. Juste à côté se trouvait une paire de mains, un casque de policier posé sur un tas d'os. Il y avait beaucoup de corps partout autour de lui, mais tous les crânes restaient introuvables. Joseph hurla pour alerter les passants de ce qui se passait, et rapidement une foule entoure la cabane de Clifford. Des personnes entrent dans la cabane et ils restent sans voix. Ils font face à des pieds, à des cages thoraciques coupées en morceaux. Il y avait aussi des morceaux de chair, enfin bref, une vision d'horreur. Mais Clifford sentait que c'était la fin pour lui et il se met à courir. La foule se lance à sa poursuite sur quelques mètres et finit par le rattraper. Commencent alors les coups et les cris pour Clifford et le début de la destruction de sa cabane maudite. À ce moment-là, personne n'avait vu que là, il y avait une personne emprisonnée dans un tas de pneus entassés. Il s'agissait de Awawu Lawal. Cette femme était maintenue prisonnière par Clifford qui abusait d'elle sexuellement en attendant qu'elle meure. Il dira d'elle la chose suivante. C'était mon menu et j'attendais qu'elle meure.
En fait, les murmures qu'avait entendus Joseph Bello étaient les gémissements d'Awawu. Quand elle a été prise en charge par les secours, elle était dans un sale état, déshydratée. Elle était très mal au point. La pauvre femme décédera 4 jours plus tard, après être tombée dans le coma. Quand la foule trouve Clifford, ils vont aussi s'en prendre à son voisin et ami, il s'agit de Tahiru Aliu. Il habitait trop près de la cuisine de Clifford, donc il savait forcément quelque chose. Sa cabane fut détruite aussi, et ce qu'on découvre à l'intérieur est impensable. Il y avait là une fosse creusée d'environ 4 mètres, où des victimes étaient entreposées en attendant d'être tuées, cuites puis consommées. Oui, c'est une histoire de faux. Je suis en train de vous raconter tout ça, mais j'ose même pas m'imaginer qu'une telle histoire a existé. Et pourtant, c'est bel et bien réel. Un peu avant son arrestation, Clifford avait été aperçu à plusieurs reprises errant nu, ou en pourchassant des inconnus, hurlant contre eux et agitant un bâton. Il avait les cheveux épais, un aspect sale, mais malgré son état, il a quand même convaincu plusieurs personnes qu'il avait des dons de guérisseur. Il se servait aussi de ce prétexte pour attirer ses victimes. Il va déclarer aux policiers que pour les femmes, il va réussir à les convaincre en leur soufflant sur le front. Il disait les envoûter et elles le suivaient jusqu'à son souterrain dans sa cabane en pneus. Il dira aussi les choses suivantes. J'ai des relations sexuelles avec elles jusqu'au coma. Ensuite, je les massacre et je les fais rôtir. Je ne suis pas seul. J'ai entre 4 et 10 personnes qui travaillent avec moi. Ils choisissent leur propre morceau de viande et s'en vont, jusqu'à ce qu'une nouvelle viande arrive, et j'attends. La police n'avait l'hypothèse que Clifford ne tuait ses victimes que pour sa propre consommation. Mais il y avait quelque chose de bizarre. On ne trouvait pas les têtes des victimes. Elles restaient introuvables. Mais pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire avec cette partie du corps? Des voisins raconteront avoir vu beaucoup de voitures haut de gamme s'arrêter régulièrement au niveau du souterrain sous le pont. Au Nigeria, il existe un commerce discret mais relativement lucratif de parties de corps humains. Cela servait pour des cérémonies religieuses ou médicinales. Pendant que l'affaire fait scandale dans le pays, le corps d'un homme a été retrouvé avec la tête d'un petit garçon. Il s'agissait d'innocents. Je le répète, mais c'est tout simplement dégueulasse et inhumain. Pauvre victime, qu'il repose en paix. Lorsque Clifford est en garde à vue, il précisera avoir envoyé régulièrement des têtes coupées à des Nigérians très haut placés pour pratiquer des rites anciens. Qu'est-ce que c'est que ces pratiques barbares? Oh, mais Clifford, ça va pas du tout là-haut. Je sais même plus quoi dire, ça va pas du tout dans sa tête, il est complètement malade. Bref, quand ça touche toutes ces pratiques, de la sorcellerie, ça fait peur et ça va très loin. Couper des têtes pour un rituel sérieux, on se croirait dans un mauvais film. Enfin bref, la police pensera que Clifford est coupable du meurtre d'innocents. Lorsque Clifford est arrêté, il n'est pas seul, non. Son ami voisin Tainu va être arrêté aussi. Le voisinage en profite pour faire du pont un lieu touristique. Les Lagosiens vendent des photos et des restes humains trouvés sur le grill de Clifford. Ils proposent des visites guidées du site et des calendriers du cannibale et de son ami. La population profite de cette notoriété morbide et c'est très très sombre, je trouve. À quel moment il te vient à l'esprit de profiter de la situation? De faire de l'argent sur des morts, c'est tout simplement immoral. Enfin bref, dans cette affaire, on aura tout vu. Vu que tout le monde le traite de fou, le tribunal d'Ebuta de l'état du Lagos veut vérifier s'il est vraiment malade psychologiquement. Ils vont envoyer Clifford dans un hôpital psychiatrique afin d'évaluer son état mental. Il sera effectivement évalué et diagnostiqué avec des troubles mentaux. Cependant, l'hôpital rejettera son admission dû au manque de structure et de moyens pour s'occuper d'un tel patient. Ce sera le retour à la prison de Kirikiri pour Clifford. Il n'a jamais été jugé pour ses crimes malgré ses accusations de cannibalisme, mais aussi de meurtre en série, enlèvement et vente de parties de corps humaines. Lors de la perquisition de sa cabane, on trouvera toutes les choses suivantes. Des parties de cadavres en décomposition et des parties fraîches de corps humain. Un chèque de 80 000 naira, environ 170 €. Un téléphone portable. Et ce téléphone attire particulièrement l'attention des policiers, surtout en 1998. Faut savoir que le portable n'était pas du tout répandu au Nigeria. Le propriétaire de l'appareil était forcément quelqu'un de haut placé dans l'élite nigérienne. D'autres éléments seront aussi retrouvés dans la cuisine, mais j'en parlerai un peu plus tard. Pendant toute l'investigation, Clifford n'hésitera pas à avouer et également balancer son voisin et ami Tainu. Parce que selon lui, même si on avait retrouvé une fosse chez lui, ça ne voulait rien dire, et il était peut-être pas au courant. Mais bien sûr, mais assume au moins, porte tes coronets. Mais ce qui est bizarre et complètement débile, c'est qu'il va avouer des choses encore plus horribles. Clifford dira qu'il savait pour cette femme Awawu. Il disait qu'il l'avait violée aussi. Les deux hommes voulaient l'affamer et la faire rôtir sur le barbecue. Il dira qu'ils mangeaient tous les deux des morceaux de corps humain depuis 1992 et qu'ils n'ont arrêté qu'en 1998. Entre ces deux dates, il y a dû avoir un nombre incalculable de victimes. C'est tout simplement horrible.
Tout au long de son incarcération, Clifford ne va montrer aucun remords vis-à-vis de ses victimes. Il n'hésitait pas à crier haut et fort que si on le laissait sortir, il recommencerait à kidnapper, tuer et manger des humains. Il faudra tout de même de longues journées pour que Clifford avoue également qu'il mangeait mais aussi revendait certaines parties du corps à la haute société nigérienne. Ces morceaux lui étaient payés très gracieusement, et selon lui, c'est ce qui lui a permis d'acheter son téléphone portable. Ses paroles n'ont jamais été prouvées et le téléphone n'a jamais révélé de telles informations allant en son sens. Car je vous le rappelle, on parlait d'un vieux Nokia ici, en 1998. Forcément, la technologie était un peu limitée. Pendant les années de détention, Clifford a commencé à souffrir de psychoses qui, semble-t-il, n'ont jamais été soignées. Le 26 avril 2012, son avocat Ayodun portera plainte pour violation à son droit de liberté. Il a demandé dommages et intérêts d'1 million de Naira. Je veux pas être méchant, mais il méritait pas du tout cet argent. On a affaire à un putain de cannibale, je vous le rappelle. Il tue des gens, les fait rôtir, mais en plus de ça, il faudrait le rendre riche. Et tout ça parce qu'il y a eu violation de ses droits de liberté. Il est complètement taré, son avocat, rassurez-moi. Mais gardez-le en cellule, on n'en veut pas. Loin de nous ce cannibale. Gardez-le. Je vous jure, des fois je tombe sur des informations, j'ai l'impression de rêver. Bref, le tribunal rejettera finalement cette plainte en octobre 2012 suite au décès de Clifford en août de cette même année. C'est précisément ce jour-là que son avocat déclara les causes de sa mort, sans apporter de preuves. Il serait apparemment mort d'une gastro-entérite selon son avocat. Avant sa mort, voici quelques déclarations de Clifford aux journalistes. Nous sommes des mangeurs de viande humaine. Nous avons tué plus de 3 personnes, et en particulier des jeunes filles qui colportaient de la marchandise. Nous les avons attirées dans notre repère, sous prétexte d'acheter quelque chose, et une fois qu'elles étaient dans nos filets, on leur sautait dessus pour les tuer et en faire de la viande comestible. Mon collègue est le chasseur d'humains, et moi, je suis le boucher. J'avais une préférence pour les jeunes filles, avec les cheveux frisés. Quand un journaliste lui demande pourquoi manger de la viande humaine, sa réponse est pour le moins surprenante. Je mange de la viande humaine depuis 7 ans, et c'était bel et bien avant de venir dans l'état du Lagos. C'est dans notre culture de manger de la viande humaine. Si aujourd'hui vous étiez libre, vous mangeriez encore de la viande humaine ? Oui, bien sûr. Pour moi, il n'y a pas de différence entre de la viande de chèvre et de la viande humaine. Après vérification, on s'apercevra dans le sud-est du Nigeria que dans certaines régions, la consommation de viande n'est pas quelque chose d'étrange, bien que pour nous ça semble improbable. Pour en revenir dans la cuisine de Clifford, il y avait pas mal de choses à l'intérieur. Des poêles à frire, des seaux, des bols contenant des os humains, ainsi que du bois de chauffage et des parties humaines. Il y avait aussi des paumes, poignets, chevilles, pieds, cuisses et crânes rôtis. Oui, c'est horrible, et je pense que c'est l'une des affaires les plus glauques que j'ai eu à traiter. Il y avait aussi du riz, des condiments et des épices, une marmite de soupe prête avec de la viande humaine, des couteaux, une somme d'argent liquide d'environ 500 000 Naira. À la fin, les gardiens de prison rapportaient que la santé de Clifford se détériorait de plus en plus. Il devient un peu plus fou de jour en jour, il se fait vomir et se défèque dessus. Il passe la plupart de son temps nu à faire tout et n'importe quoi, comme s'il était devenu sénile. Il avait 46 ans lors de son décès. La population rapporte que depuis son arrestation, l'endroit où vivait Clifford est devenu un repère pour délinquants en tout genre. Plusieurs témoins assurent avoir été agressés alors qu'il se promenait tranquillement. Clifford a peut-être laissé son aura maléfique à cet endroit, et ce malgré sa mort. Pour finir cette affaire, voici un dernier témoignage. Une personne qui a failli devenir la victime de Clifford. Un soir, une femme attend sa fille qui devait rentrer à la maison, mais s'inquiète ne la voyant pas arriver. Évidemment, pour rentrer, elle devait passer sous le pont où vivait Clifford orgie. La maman, sachant que ce n'est pas dans les habitudes de sa fille de ne pas rentrer à l'heure, elle décide aussitôt de monter dans la voiture de son fils, qui l'accompagne, et ils partent ensemble à la recherche de la jeune fille. Quand ils arrivent au niveau du pont, la femme et son jeune fils sont toujours dans la voiture. Et c'est là qu'ils aperçoivent 2 hommes sortir de nulle part et qui essaient de rentrer dans le véhicule. La femme va hurler à son fils de lâcher les freins et d'accélérer. C'est ce qu'il va faire et tout va finir par s'arranger. Elle a retrouvé sa fille un peu plus loin et heureusement tout s'est fini bien. Mais cette femme reste persuadée d'avoir vu un des assaillants avec un couteau dans la main et elle est certaine que c'était Clifford orgie. Si son fils ne l'avait pas écouté et n'avait pas mis les pleins gaz, elle ne serait peut-être plus là pour pouvoir témoigner. Ainsi se termine l'affaire Clifford orgie. Et je vous le rappelle, dans cet épisode, il y a 2 affaires. La prochaine est très sombre, donc restez bien attentifs jusqu'à la fin. Concernant l'affaire Clifford, c'est tout simplement horrible. Et de se dire que de telles choses existent, ça fait peur. On ne sait même pas réellement combien de personnes ont été tuées avant qu'il soit arrêté. Peut-être des centaines et des centaines d'innocents, mais ça, on ne le saura jamais. J'attends vos avis en commentaire sur ce que vous pensez de cette affaire. Maintenant, on continue notre voyage en Afrique en allant encore plus au sud. On part à la découverte de Stewart Wilken. Il s'agit d'un violeur et tueur en série sud-africain. Ce que je vous propose sans plus attendre, c'est de se plonger directement dans sa jeunesse. Let's begin.
Stuart Wilken est né le 11 novembre 1966 à Borgsburg. Il sera découvert lorsqu'il avait environ 6 mois, avec sa sœur de 2 ans dans une cabine téléphonique par une employée de maison du quartier. Cette dernière décide d'emmener les enfants chez son employeur qui les recueille. Cet homme, un dénommé Dwepp, et dont on a très peu d'informations, va soumettre le pauvre petit garçon à de terribles abus. Il va le brûler avec des cigarettes sur ses parties intimes, le faisait manger avec les chiens de la famille dans un bol à même le sol, et il le forçait à lui faire des fellations, etc. Aujourd'hui, les affaires sont tellement sombres, on se croirait dans un film d'horreur. Et malheureusement, c'est que le début. Ce pauvre enfant va vivre tout ça pendant 1 an et demi, où il se fera torturer psychologiquement et physiquement. Il racontera aussi un jour qu'il n'a plus jamais revu sa grande sœur. Un matin, les Wilken, voisins de Dwepp, croisent le regard du petit garçon et le prennent en pitié. Ils décident de l'adopter. Quand il arrive chez eux, il est sous-alimenté, le corps meurtri et rempli de poux. Ses parents adoptifs le rebaptisent Stewart, puisqu'avant ça, il n'avait pas vraiment de prénom, ou du moins, il ne s'en souvient pas. À ce moment, il semble avoir une vie normale, des parents aimants, une jolie maison, mais cela va-t-il vraiment durer? La famille décide de déménager à Port Elizabeth. Stewart est scolarisé, mais ça ne se passe pas du tout comme prévu. Il ne réussit ni sur le plan scolaire, ni sur le plan social. Il est même harcelé du fait que c'est un enfant adopté. Stewart racontera plus tard qu'il ne s'est jamais senti soutenu par le corps enseignant. Il se souvenait qu'un jour l'un de ses enseignants avait même incité ses camarades à se moquer encore plus de lui. C'était un grand malade, son prof. À quel moment tu te mets à harceler aussi un petit? Imaginez juste la scène. Le prof qui le regarde se faire frapper et qui intervient. Pas comme ça, Lucien. Mets-lui une droite, mieux que ça. Mettez-vous perpendiculaire à son visage et frappez-le tendrement. Allez! Ah, ce professeur, il mériterait de connaître mon petit Mogo Junior. Parce qu'un tel comportement, c'est pas du tout possible. Je blague, mais au fond de moi, ça me choque. De se dire que le corps enseignant est capable de telles choses, c'est vraiment répugnant. Bref, la colère va monter en Stewart, et tu m'étonnes. Le lendemain, il va agresser ce même enseignant. Le directeur de l'école décidera de le punir en le battant lui-même devant toute l'école. À la maison, ce n'était pas non plus la joie. Il est décrit par sa mère adoptive comme un enfant agressif et violent. Petit, il la mordait très souvent jusqu'au sang. Lorsqu'elle tentait de le punir en l'enfermant dans sa chambre, il devenait fou de rage. Il renversait tout à l'intérieur, les meubles, les lampes, tout y passait. De son côté, Stewart dira qu'elle était méchante et qu'elle avait même enfermé dans un placard parce qu'il avait mouillé son lit. Ici, c'est assez compliqué. On a une version du petit et une version des parents. On ne sait pas qui vraiment croire, mais la suite de l'affaire nous confirmera qui avait raison. Bref, Stewart racontera aussi qu'un autre jour, il s'est fait attaquer par un autre élève de son école. Il s'est défendu, a riposté et il a blessé l'élève. Suite à ça, le directeur va le renvoyer de l'école. Il arrive chez lui et il dira que sa belle-mère n'a mis aucune volonté à le croire ni à le défendre. La pauvre femme avait abandonné, elle n'en pouvait plus de son comportement. À partir de ce jour, il décide qu'il n'a plus de famille, qu'il serait lui-même sa propre famille. À 8 ans, il commence à fumer de la marijuana. Ouais, vous avez bien entendu, à 8 ans. Il fumait de la marijuana. Quand il a 9 ans, le diacre de son quartier l'invite à venir chez lui après l'école du dimanche. Alors pour ceux qui ne le savent pas, un diacre c'est une personne très religieuse. On l'appelle aussi ministre de la foi dans la religion catholique. En gros c'est comme un genre de prêtre si j'ai bien compris. Bref, Stewart se rend à l'église et le diacre lui demande de se déshabiller. Là c'était trop tard, il est tombé dans un piège et il se fait violer violemment par le diacre. Ensuite, il rentre à la maison et il ne racontera à personne ce qui s'est passé. Je vous avoue que je ne m'attendais absolument pas à ça. Et honnêtement, je suis choqué. Comment tu veux aider ce petit à s'en sortir si c'est pour entendre des choses pareilles? Enfin bref, c'était du grand n'importe quoi. Peu de temps après cet incident, son beau-père, le seul qui était à peu près normal, décède. Stewart souffre en silence de cette perte, mais avouera plus tard avoir souffert comme si c'était son propre père. Il vit donc avec sa belle-mère, avec qui l'entente était selon l'humeur de Stewart. Un jour, suite à une énième dispute avec elle, elle décide de l'envoyer en maison de correction, en pensant qu'un peu d'ordre pourrait peut-être l'aider et le discipliner. Mais sur place, tout va s'empirer. Stewart est pris à partie par d'autres enfants et il se fera violer régulièrement. Il ne reste que quelques mois et il revient à la maison, encore plus perturbé. Il était encore plus en train de sombrer après tout ce qui lui est arrivé. Dès que l'école n'est plus obligatoire à 16 ans environ, il décide de s'engager dans l'armée. Stewart va donc aller à l'armée, mais 4 mois seulement après son incorporation. Il fait une tentative de suicide qu'il n'expliquera jamais, et l'armée le renvoie chez lui. Il retourne donc vivre chez sa belle-mère, qui vit maintenant à Despatch, une ville qui est proche de Port Elizabeth. Il a l'air d'avoir une vie normale, avec un petit boulot et en sortant de temps en temps.
C'est d'ailleurs en boîte de nuit qu'il va rencontrer sa première femme, Lynn. Le couple file le parfait amour jusqu'à la naissance de leur fille Wan le 25 décembre 1985. Lynn racontera que Stewart a changé à partir de ce moment. Il est devenu violent et très agressif, et notamment pendant les rapports sexuels. Il ne souhaitait avoir des relations que dans des positions très inconfortables et douloureuses. Stewart, à cette époque, va même accuser sa femme Lynn de prostitution, un fait qui n'a jamais été avéré. Bref, ce mariage n'était pas heureux. Stewart agressait sa femme régulièrement, et elle trouvera le moyen de le faire arrêter en le dénonçant à la police pour consommation de marijuana. Tout ça finira par un beau divorce. Et une fois le divorce prononcé, Stewart va jurer de ne plus avoir de rapport sexuel avec une femme blanche. Il a dit ça parce qu'il avait peur de retomber sur sa sœur qui avait disparu des années auparavant. Stewart va alors rencontrer une femme de couleur du nom de Veronica. Elle avait 2 garçons d'une précédente union. Et selon certaines sources, ils auraient eu 2 filles ensemble. Quelques années après, les parents de Veronica accuseront Stewart d'avoir violé leur petit-fils et porteront plainte contre lui. Stewart va péter les plombs suite à cette accusation, et il va se cacher dans une forêt près de Content Valley. Et c'est à partir de là que cet homme va encore plus dégénérer. Il est devenu la pire version de lui-même et on va le découvrir. Stewart prenait pour cible la ville de Port Elizabeth, plus communément appelée PE par les habitants. Ville connue pour l'or, l'apartheid et Nelson Mandela. Début 1997, 8 personnes avaient été déjà tuées par Stewart, mais à ce moment-là, personne n'avait relié les cas entre eux. Il pensait pouvoir agir à sa guise, jusqu'au jour où il a commis une erreur. Le 22 janvier 1997, Henry, âgé de 12 ans, a disparu. Sa mère Hélène n'est pas forcément inquiète, car elle sait qu'Henry reste fréquemment chez sa grand-mère. Mais le soir arrive et Henry n'est toujours pas là. Hélène, la maman, est contrariée parce qu'elle était persuadée que son fils était chez sa grand-mère, et qu'une fois de plus, il a oublié de la prévenir qu'il dormait chez elle. Hélène décide d'aller se coucher et elle irait le récupérer le lendemain, en comptant bien le punir, bien évidemment. Le lendemain, Hélène se rend chez la grand-mère, qui, très étonnée et inquiète, lui indique qu'Henry était parti de chez elle. Mais le problème, c'est qu'il était parti depuis déjà 2 jours. À ce moment-là, nous sommes un vendredi, et la dernière fois qu'elle a vu Henry, c'était un mardi. Hélène appelle alors immédiatement l'unité de protection de l'enfance. Le sergent Ursula Barnard commence alors son enquête et découvre que 2 jours plus tôt, Henry quitte la maison de sa grand-mère. C'est là qu'il va croiser un copain et qu'il va jouer au parc près de la maison. Son ami va lui dire qu'il doit s'absenter quelques instants pour acheter du lait pour sa mère, et qu'ensuite il reviendrait après. Henry lui répond tout simplement qu'il va l'attendre sagement. Lorsque le petit garçon revient au parc après sa course, au loin il aperçoit Stewart avec Henry. Ils étaient en train de s'éloigner de plus en plus et il va leur crier les choses suivantes. « Hé, vous allez où ? Oh, vous allez où comme ça ?»« C'est pas tes affaires », lui répondra Stewart. Le plus étonnant, c'est que Stewart connaissait les parents d'Henry. Il aurait même eu une aventure avec sa mère. Et le pire, c'est qu'après son divorce, la grand-mère d'Henry l'aurait hébergé un temps pour l'aider. Bref, le sergent Barnard entreprend des recherches pour retrouver Stewart. Chose difficile étant donné qu'il était SDF. Un collègue lui indique que la propre fille de Stewart avait disparu 2 ans auparavant et qu'il faisait également l'objet d'accusations de viol sur mineurs par les parents de Veronica. Les enfants de son ex-femme, la disparition de sa fille et maintenant le petit Henry, ça faisait beaucoup trop. Le 28 janvier 1997, la police finit par arrêter Stewart et l'interroge. L'homme paraissait inquiet de la disparition et semblait soucieux d'aider. Il admet qu'il avait bien passé du temps avec Henry cet après-midi-là, mais qu'ils s'étaient séparés et qu'il ne l'a pas revu depuis. Il indiquera aux enquêteurs qu'il était parti chez une amie dormir et ensuite il sera libéré. Après vérification de l'alibi fourni par Stewart, c'était complètement faux. Et quelques temps après, quelques jours plus tard, il sera arrêté à nouveau. À ce moment-là, un spécialiste des crimes et des viols rejoindra l'équipe du sergent Barnard, le sergent Derrick. Derrick fait entrer Stewart dans son bureau et lui présente une photo d'une petite fille. Cette petite fille est celle du sergent, et elle avait à peu près le même âge que Wan. Il le laissa seul avec la photographie en main, et quand il revient quelques instants plus tard, Stewart fixait toujours la photo. Il était comme bloqué dessus. Le sergent s'assied en face de Stewart et il lui dit les choses suivantes. « Je sais que tu as tué ces 2 enfants. Je sais aussi que même après leur mort, tu es allé visiter leurs cadavres. Pas vrai ?» Le visage de Stewart changea nettement d'expression et il lui répondit « J'ai tué Wan, oui. J'ai tué Henry et je suis retourné le voir après sa mort pour avoir des relations sexuelles avec lui. Que ces pauvres enfants puissent reposer en paix. Honnêtement, les mots me manquent.
Cette histoire est horrible et cet homme est une véritable pourriture. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, cet homme était une véritable pourriture, je veux rien savoir. Bref, lors de l'enquête sur la disparition de Wan, la demi-sœur de la petite déclara qu'elle voyait régulièrement son père Stewart, puisqu'elle passait souvent voir sa fille. La dernière fois qu'elle les a vus, c'était à 150 mètres de la maison, assis tous les deux sur le trottoir, et depuis cet instant, elle dira ne plus jamais l'avoir revue vivante. Stewart se défendra en disant que Wan voulait s'enfuir, que son nouveau beau-père la maltraitait et qu'elle était mal nourrie. La demi-sœur de Wan démentira ces déclarations, en répondant que oui, les fins de mois étaient difficiles et que quelquefois il y avait peu à manger sur la table, mais ça allait. Elle confirmera que leur beau-père ne les aimait pas, mais qu'il ne leur a jamais fait de mal de quelque façon que ce soit. Stewart lui insiste sur sa fille qui a été maltraitée, et il va vérifier ses parties intimes. Quand il vérifie, il constate que sa fille n'est plus vierge. Il a alors voulu la sauver du genre de vie qu'il avait eu lui-même. Alors il l'étrangle pour envoyer son âme à Dieu, selon ses paroles. Espèce de... Qu'est-ce que c'est triste. Cet homme est un malade. C'est tellement malheureux de voir des choses pareilles. Il gardera son corps, allant même jusqu'à dormir avec, jusqu'à la décomposition. Après ça, il étalera les vêtements de sa fille sur le lit, et ira même jusqu'à lui parler. Pour Henry, c'était différent. Il connaît le petit, et il le rencontre par hasard. Henry, âgé de 12 ans, lui pose des questions sur les relations avec les filles. Stewart lui dit qu'il va lui montrer s'il veut, et qu'il n'a qu'à le suivre. Ici, je fais une pause pour vous dire 2-3 choses. Je vous le dis sincèrement du fond du cœur, cette affaire m'a mis les larmes aux yeux quand je l'ai découverte. On fait face à ce qu'il y a de pire, humainement parlant. Je vous avoue que pour le coup, la première fois que j'ai lu toutes ces informations, j'avais le cœur serré. Et je vous avoue que j'avais eu les larmes aux yeux. Comment tu veux rester insensible face à de telles horreurs? Là, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir cet homme devant moi et de lui donner une bonne correction. Enfin bref, je me calme, on se reconcentre sur l'histoire. Le petit va suivre Stewart qui l'emmène dans un coin à l'abri des regards. Il lui demande de se déshabiller et de lui faire tout ce qu'il demande. Et le petit va exécuter. Il lui demande alors de se mettre sur le dos, ce que va faire le petit Henry. Il va violer le pauvre garçon. Le garçon crie, se débat, ce qui enrage Stewart, qui le saisit par le cou et l'étrangle. Henry décédera suite aux violences qu'il a subies. Stewart se défendra en disant que comme Wan, sa fille, Henry était maltraité et qu'il devait renvoyer son âme à Dieu. Les parents d'Henry diront déjà avoir corrigé leur enfant, mais de là à parler de maltraitance physique, c'était absurde. Déjà que les pauvres doivent apprendre la mort de leur fils, ils doivent en plus se justifier. C'est n'importe quoi. Stewart va montrer à la police où sont cachés les corps des victimes. Ils seront retrouvés enterrés derrière le Golden Court Holiday. C'est là qu'il avait gardé le corps de Wan pendant 6 mois. À l'époque, lorsque son squelette a été retrouvé, personne n'arriva à l'identifier. L'autopsie confirmera seulement qu'il s'agit d'une fillette blanche de 12 ans. Plus loin, il les emmène au corps d'Henry. Il était caché derrière un buisson rempli de verre. Le corps était en décomposition. Les enquêteurs lèvent les yeux vers Stewart et ils lui disent « Il n'y a pas qu'un seul corps dans ce buisson, il y en a plusieurs et ça se voit. » Stewart dira qu'il y en a probablement au moins 10. Même lui, il ne sait pas exactement, c'est quand même fou. Il gardera le silence jusqu'à l'arrivée de son avocat. Il fera des aveux explicites et détaillés, et tout ça dans un langage grossier et irrespectueux des victimes. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous détailler ces aveux en vous décrivant ces meurtres. Puissent toutes les victimes de Stewart reposer en paix. Stewart avait 2 types de victimes. Les femmes d'âge mûr et les petits garçons. On va commencer par Montefico, 15 ans. C'est un vagabond SDF, enfant des rues comme il y en a beaucoup malheureusement en Afrique du Sud et ailleurs. Stewart croise son chemin et l'emmène à Cilliers, une école secondaire. Là, il va le violer, puis l'étrangler, puis il va l'abandonner sur place. Quelques mois plus tard, après une grosse dispute avec sa femme, Stewart va voir les prostituées. Il ramasse Virginia Gisman, 25 ans, la paye et l'emmène à l'école primaire de Dagbreak, où ils ont des relations sexuelles. Pendant ces actes, il la violentait. C'est là qu'elle aurait commencé à se plaindre et il se met à l'étrangler avec ses vêtements. Elle meurt et il laissera le corps dans la cour de l'école. Il continue encore 3 mois plus tard et il ne s'arrête pas. Il va rencontrer une prostituée de 37 ans qu'il va emmener au parc Saint-Georges. Mercia demande de l'argent à Stewart avant de passer à l'acte, ce qui va le rendre fou de rage. Il l'étrangle jusqu'à ce que mort s'ensuive et il violera le cadavre. Ensuite, il laissera la pauvre Mercia sur place. Cet homme n'a plus de limites, c'est un véritable tueur en série. Il a soif de sang, il ne peut pas s'empêcher d'être violent et de recommencer ses actes criminels. Il va continuer en tuant un garçon de 14 ans inconnu à ce jour, puis un autre enfant qu'il va violer et étrangler. Il poursuit sa violence extrême avec une femme qui se nomme Georgina,
prostituée de 42 ans. Comme à son habitude, il va l'emmener dans un coin isolé. Ensuite, il va l'agresser en lui mettant 20 coups de couteau aux parties intimes. Et là, il laissera le corps sans vie. Après tous ces meurtres, quelques années après, il va s'en prendre à sa propre fille, comme je le disais tout à l'heure. À ce moment précis, il s'agit de Wan, âgée de seulement 10 ans. Sa relation avec elle était plutôt bonne selon leur entourage. C'était un père aimant qui passait du temps avec sa fille, qui lui offrait même des cadeaux. Si c'était le cas, pourquoi tu vas la tuer, bordel? Comme on l'a déjà dit, il dira avoir examiné les parties intimes de sa fille et avoir vu qu'elle n'était plus vierge. Pour la protéger, il l'étrangle et il garde le corps. Il a toujours nié qu'il a pu avoir des relations sexuelles avec elle. Mais ça, seul Stewart détient la vérité à propos de ces informations. Après le meurtre de sa fille, il ne s'arrêtera pas là. Il ne s'arrête pas là et un an après, il va tuer une certaine Katrina Klessens et ensuite un autre enfant inconnu. À chaque fois, il aura à peu près le même mode opératoire. Viol, violence extrême, étranglement et acte de nécrophilie. Pour finir, Stewart dira aux enquêteurs que pour les corps des garçons, il leur avait frotté du vinaigre et du beurre sur les pieds afin que les chiens policiers ne puissent pas les renifler. Il a également enroulé des morceaux de papier journal et les a insérés dans leurs parties intimes. Tout ça pour éviter que des asticots ne rentrent et pour continuer à avoir des rapports avec eux. Ce mec est un monstre et je n'ai aucun mot pour le qualifier. Je le dis et je le répète, mais c'est juste horrible, inhumain. Stewart est devenu quelqu'un de détestable et ce pour le restant de sa vie. Les médecins déclarent qu'ayant toujours été victime étant petit, lorsqu'il s'en prenait aux garçons, il devenait ainsi l'agresseur au lieu d'être agressé. Mais Stewart ne le voyait pas comme ça. Lui, il était persuadé d'avoir sauvé ses enfants. Il voulait les empêcher d'avoir une vie comme la sienne et il voulait les envoyer là-haut pour éviter tout ça. La question qu'on pourrait se poser, c'est d'où lui vient cette haine envers les prostituées? Eh bien, on ne le sait pas vraiment. Il accuse son ex-femme de prostitution et d'ailleurs beaucoup de femmes qui la fréquentaient aussi. Il disait juste que des prostituées commettaient des péchés en facturant des faveurs sexuelles alors que Dieu les avait mis à disposition des humains gratuitement. Il était totalement dans son monde, complètement perché avec des idées farfelues. Selon les médecins, il était possible qu'il avait une haine envers sa mère biologique suite à son abandon, et aussi pour sa mère adoptive, qui n'a pas été la mère qu'il aurait souhaité. Il n'a jamais exprimé de remords envers les femmes qu'il a tuées. Il déteste les prostituées et il en avait une haine profonde. Le professeur Tuvia Zabo, chargé de son évaluation psychiatrique, le décrira comme un sadique qui fait nettement la différence entre le bien et le mal. Il disait vouloir sauver les enfants, ce qui contraste complètement avec le fait qu'il voulait les tuer. Stewart, contrairement aux autres tueurs en série, achevait rapidement ses victimes. Dans pas mal de cas, les tueurs en série aiment beaucoup voir leurs victimes souffrir. Bah c'était pas du tout le cas de Stewart apparemment. Lui, il tuait de façon quasi instantanée. Peut-être une façon de se rappeler sa propre douleur. Et du coup il achèverait plus vite ses victimes? C'est une très bonne question. Stewart Wilken a comparu devant le tribunal le 3 février 1997. Il est accusé du meurtre de sa fille et d'Henry Bakers. Au cours des mois qui ont suivi, d'autres accusations ont été ajoutées. Le dernier acte d'accusation énumère 10 chefs de meurtre et 5 de sodomie. Le docteur Mikey et le professeur Tuvia ont témoigné que les tueurs en série en général et Wilken en particulier ne peuvent pas être réhabilités. La défense de Wilken a réussi à contester 5 accusations au total. Le juge Chris était d'accord et a déclaré que Wilken était coupable de 7 chefs d'accusation de meurtre et de 2 de sodomie le 20 février 1998. Stewart a été condamné à 7 peines d'emprisonnement à perpétuité. Le juge Chris a déclaré que Wilken devait être retiré de la communauté. Si la peine de mort avait encore existé en Afrique du Sud, il l'aurait imposée. Il mentionne que presque tout le monde s'était détourné de certaines vidéos montrées. Stewart Wilken, lui, n'avait montré aucune émotion. Son épouse Veronica a assisté à la procédure et ils ont fini par se réconcilier. Une fois la sentence prononcée, ils ont parlé pendant quelques minutes et se sont séparés par un baiser passionné. Le sergent Northworthy a réussi à retrouver la mère biologique de Wilken. Elle avait retrouvé la sœur de Stewart peu de temps après sa disparition. Elle a demandé au sergent de dire à Stewart qu'elle n'avait pas abandonné sa fille et qu'elle l'aimait. Elle l'aimait et ce malgré son choc face à la découverte de tout ce qu'il était devenu. Wilken s'est effondré quand il a entendu tout ça. Lorsqu'ils se sont parlé au téléphone, il l'a appelée maman, un nom qu'il ne se souvenait plus avoir utilisé auparavant. Stewart Wilken est actuellement détenu à la prison de Saint-Alban, où il est tourmenté par des hallucinations et des délires de persécution. À ce jour, il croit que le fantôme de ses victimes le hante et qu'ils vont le hanter pour toujours. Ainsi se termine cet épisode de 2 affaires. J'attends vos avis avec impatience sur l'affaire Clifford Orji et Steven Wilken. J'aimerais aussi savoir si ce genre de format au contenu double vous plaît. Perso, je trouve ça super intéressant. Ça me permet parfois de vous parler de certaines affaires qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, comme celle de Clifford par exemple. Si vous aimez en tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. Et n'hésitez pas à venir me parler sur mon Insta Mogota Sama. Histoire qu'on puisse parler ensemble en privé, ça pourrait être sympa. Et comme ça, vous pourrez apprendre davantage à me connaître. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.